just like a pain in the chest. Spilling over in ecstasy. So many people around with discipline in the down. Et pour les onomatopées, vous avez une base de données aussi? Ça dépend des éditeurs, il y en a qui sont plus pointilleux que d'autres, il y en a qui vont nous fournir vraiment une liste d'onomatopées et il ne faut pas du tout inventer d'autres sons que ce qu'ils ont décidé qui étaient dans leur charte. Mais la plupart du temps, non, on met un peu ce qu'on veut, tant que ça c'est pas ridicule. On va parler un petit peu de Dragon Ball. Oui, super. Oui, c'est vrai en plus. Alors comment est-ce que tu es arrivé sur cette série au tout départ? Parce que tu as commencé avec la Perfect Edition, c'est ça? Avant la Perfect, j'ai fait l'édition dite Deluxe, qui était en sens japonais, qui est sortie dans des coffrets que personne n'a dû lire parce que l'impression était une catastrophe, c'était un scandale. Et alors comment j'y suis arrivée? Donc je vous avais dit que j'avais une amie qui avait été engagée chez Glénat comme secrétaire d'édition, donc j'arrêtais pas de la tirer par la manche en disant la traduction de Dragon Ball elle est un petit peu vieille, il faudrait la refaire. Je pensais pas du tout qu'il me proposerait à moi de la refaire par contre, mais bon, du coup quand on m'a dit bon bah ok on refait la traduction, je me dis oh bah cool, allez on y va. Et c'est comme ça que j'ai fait la version de luxe. Ensuite, des années plus tard, on a fait la Perfect. C'était une nouvelle équipe de chez Glénat. On s'est réunis pour refaire un petit état des lieux, pour faire un bon index des personnages, des techniques, tout ça. Et puis, quand Glénat a eu la licence de Dragon Ball Super, comme ça fait 15 ans que je travaille sur la série, forcément, ils ont pensé à moi. Est-ce que l'adaptation est surveillée par les ayants droit? Est-ce qu'ils ont un droit de regard? Alors, pour des grosses séries comme Dragon Ball, oui, il y a toujours un petit œil de la part de soit Shueisha, soit Toei, donc soit l'éditeur japonais, soit le studio de production du dessin animé. Et récemment, donc, le studio d'animation voudrait qu'il y ait une cohérence entre la version du dessin animé et la version manga papier. Donc on doit essayer de maintenir une cohérence, ce qui peut poser quelques conflits, mais bon, on va s'en sortir. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'il peut y avoir comme conflit? Des noms des personnages, par exemple, que moi j'aurais orthographié d'une certaine manière, et puis eux d'une autre manière. Au niveau des adaptations dont je vous parlais, il va y avoir des... je ne sais pas si vous connaissez un petit peu Dragon Ball Super, mais il y a un personnage qui ressemble à un gros robot qui s'appelle Otta Magetta. Et alors moi, dans la version papier, j'ai mis Otta Magetta avec, pour le coup, la traduction de ce que je pense être le jeu de mots, parce qu'on n'a aucune confirmation officielle, il faut savoir, sur le nom de ce personnage. Et il y a une théorie comme quoi ce serait une référence à deux robots géants japonais qui seraient Getter Robot et Mazinger. Donc l'équipe de l'animé a adapté son nom en Goldoma, en référence à Goldorak et Mazinger. Ce qui n'est pas une mauvaise idée en soi comme adaptation, sauf que, encore une fois, on n'a aucune confirmation que ce soit bien une référence à Getter Robot et Mazinger. Donc partir sur quelque chose d'aussi différent du japonais alors que c'est peut-être qu'on fait peut-être fausse route, moi personnellement c'est un risque que je ne prends pas. Voilà. Donc je pense qu'on va, pour le coup, on va avoir Magetta dans le manga et Goldoma dans le dessin animé. Mais en tant que traductrice officielle, tu ne connais pas Akira Toriyama? Je ne comprends pas. Mais est-ce que tu as déjà vu Dieu, toi? Hein? Bon. Il se trouve qu'Akira Toriyama est quelqu'un qui vit assez reclus, il n'est pas du tout showbiz, il n'est jamais venu en France, donc c'est sûr que oui, j'aimerais bien le croiser, mais je pense que de toute ma vie, ce sera un doux rêve. Voilà. Peut-être que je verrai Toyotaro un jour. Toyotaro, c'est le dessinateur qui fait le manga Dragon Ball Super, parce que c'est pas Toriyama qui dessine pour la nouvelle, pour la suite. Est-ce que tu as traduit d'autres œuvres d'Akira Toriyama, justement? Alors, j'avais fait il y a longtemps une de ces histoires courtes qui s'appelait Sunland. Et sinon, plus récemment... Comment? C'est sorti en France. Oui. Chez Glénat, Il y a 10 ans, alors. C'est ça, ouais. Cartonné. Oui, il n'y avait pas encore les jaquettes. Ah. Plus récemment, donc, j'ai traduit Jacko de Galactic Patrolman,
qu'il faut vraiment lire si on aime Dragon Ball Super, parce qu'il y a des personnages qui apparaissent dans Jaco, et par exemple, donc, Jaco, par exemple la sœur de Bulma, et qu'on retrouve dans Dragon Ball Super, et on ne sait pas forcément d'où ils viennent si on n'a pas lu cette histoire courte. Voilà. Et est-ce que ça te gêne qu'on dise de toi tu es la traductrice officielle? Pourquoi ça me gênerait? Moi, je suis fan de Dragon Ball, donc quand on me dit que je suis la fan, que je suis la fan officielle de Dragon Ball, que je suis la traductrice officielle, bah oui, forcément, moi ça me fait plaisir. Hein. Est-ce que tu as d'autres titres? Je pense que tu traduis d'autres titres. Est-ce que tu as traduit Seven Deadly Sins, hein? D'accord. Voilà. Est-ce que tu penses que c'est le renouveau, ce titre-là, ou tu as d'autres titres en tête qui te disent tiens, celui-ci est encore plus fort? Genre le renouveau du shonen? Ouais. Alors, moi je suis très shonen, donc j'en ai lu pas mal. Et c'est vrai que Seven Deadly Sins, c'est un titre sur lequel je m'enthousiasme beaucoup. Bon, parce que déjà, dire le renouveau de Dragon Ball, le nouveau Dragon Ball, tout ça, ça n'a pas tellement de sens à mes yeux, parce que Dragon Ball, c'est tellement la base qui a posé oui, des grands principes dans le shonen. J'ai pas envie d'en trouver un nouveau. Voilà, il est là, il restera. Après, moi, ce que j'aime dans les mangas et dans le shonen, c'est les relations entre les personnages, même plus que le scénario. Donc, à ce niveau-là, Seven Deadly Sins va nous proposer un scénario assez classique de shonen, de fantasy, inspiré des Chevaliers de la Table Ronde, tout ça. Mais le gros point fort de la série, c'est qu'il y a des personnages hyper charismatiques, qui interagissent très très bien les uns avec les autres. Les caractères sont très fouillés, des backgrounds pour tout le monde. On a envie de leur faire des câlins à tous, c'est génial. Et à ce niveau-là, oui, je trouve que c'est vraiment un titre qui mériterait même d'être plus connu en France, parce que tout le monde peut y trouver son compte à mon avis. Ça se vend bien apparemment, mais je sais pas si vous connaissez. Après en shonen, mon autre shonen que j'adore par-dessus tout, et c'est l'Attaque des Titans, mais c'est encore autre chose au niveau de... Là pour le coup il y a et du scénar qui tue tout, et des personnages, on n'a jamais vu ça, donc si vous voulez pas que je vous fasse une conférence que sur l'Attaque des Titans, je vais m'arrêter là. On aurait pu la faire, on va y penser pour la prochaine fois. D'ailleurs on est proche de la fin de l'Attaque des Titans? Là, vu ce qui sort au Japon, on est arrivé dans le dernier arc, oui. Donc tu fais des mangas, mais tu fais aussi des light novels, donc des romans. Tu traduis des mangas. Est-ce que c'est très différent en traduction? Et c'est fastidieux peut-être? Alors j'ai traduit 2 romans Fairy Tail et un roman Seven Deadly Sins. Et alors, il faut savoir que le japonais est une langue assez plate dans le style d'écriture. Donc, pour le coup, quand on traduit du roman, il va y avoir un gros travail d'adaptation, parce que sinon ce serait juste sujet, verbe, complément, un petit peu. C'est tellement différent au niveau de la construction d'une phrase en japonais et en français. Et alors ça dépend aussi beaucoup du style de l'auteur japonais. Les 2 romans Fairy Tail étaient destinés à un public jeune, on va dire, donc c'était pas très folichon. Le roman Seven Deadly Sins était plus intéressant. Mais je remarque que moi, ce que j'aime traduire surtout, c'est les dialogues, comme je disais, les interactions entre les personnages, pour avoir des phrases assez percutantes, fluides, naturelles. Et quand on traduit du roman, forcément, il va y avoir des descriptions, il va y avoir juste des phrases autres que des dialogues. Et c'est vraiment un autre métier. À choisir, je préfère vraiment traduire du manga plutôt que du roman. Tu as plutôt tendance à les refuser un petit peu. Ça dépend quand c'est... Je sais que c'était moi, non. Du Larsen, mais non. Quand c'est des romans adaptés de séries que je traduis ou que j'adore, forcément j'ai toujours tendance à dire oui. Hein. On me propose un roman de l'Attaque des Titans, je vais dire oui, voilà. Alors que je creuse ma propre tombe, mais c'est pas grave. Tu traduis sur les hors-séries, enfin les autres séries qui sont tirées de l'Attaque des Titans, ou pas du tout? Donc un roman, voilà. On va passer aux questions-réponses. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'on a des réponses? Non, surtout toi, parce que moi... Levez la main. Ah, super, merci à toi. J'arrive.
Je prends mon harnais et je file. Hop là, voilà, me voilà. Combien d'années d'études il a fallu faire pour apprendre le japonais couramment? J'ai fait 5 ans de japonais. Alors, comme je suis vieille, ça a complètement changé entre-temps les diplômes et tout ça, mais moi j'ai une maîtrise de japonais. Ça doit correspondre à un master, je sais pas trop comment ça se passe maintenant. Voilà. Enfin, j'ai fait 5 ans d'études. Une autre question, même sur la série, des petites choses que vous voulez savoir. Parle-toi du micro, je viens parler assez fort. À quel moment vous vous êtes dit je veux devenir traductrice de manga ou déjà toute petite, vous savez déjà ce que vous allez faire? Non, moi je vais être mangaka à la base. Moi je vais en dessiner des mangas, je vais pas en traduire. Mais bon voilà, c'était une opportunité qui s'est faite comme ça, parce que percer dans le dessin, c'est pas non plus super facile. Et que je dois avouer que finalement j'y ai pris goût. Après, j'ai toujours aimé apprendre les langues depuis que je suis toute petite. J'ai appris tout ce que j'ai pu, j'en ai appris 7 au final. et je m'amusais à faire de la traduction pour le plaisir. Donc oui, il y avait quand même un goût au départ pour les langues étrangères et pour la traduction.